A servi de cadre ce matin à la première réunion technique des partenaires du projet de construction de la centrale thermique diesel de 100 MW de Gorubanda. Gorubanda, c'est dans le premier arrondissement de Niamey. Objectif, faire l'état d'avancement du projet. Seini Mekido Jibril. Le projet de construction de la centrale thermique diesel de 100 MW de Gorubanda dans la région de Niamey à l'ensemble des acteurs et faire la situation actuelle de l'avancement du projet aux différents acteurs afin de leur permettre d'avoir le même niveau d'information sur le projet et appréhender leur rôle et responsabilités respectifs. Tels sont entre autres les objectifs assignés à cette réunion technique, la première du genre à être initiée entre les partenaires de ce projet. La construction de cette centrale thermique diesel de 100 MW à Gorubanda devrait permettre d'améliorer les conditions de vie des populations nigériennes dans la zone du projet en accroissant le taux de satisfaction de la demande d'électricité et mettre fin au délestage répétitif. Et l'une des toutes premières décisions, sinon la toute première que le gouvernement en place a dû prendre était de décider de la construction de cette centrale 100 MW de Gorubanda. Les citoyens, sous la pression des délestages et des coupures, avaient pour beaucoup pensé que c'est un projet qui pouvait se faire très rapidement. Certains pensaient que c'est quelque chose qui pouvait se faire en quelques mois. Mais c'est me connaître le processus de design d'une infrastructure pareille, le processus de recherche de financement, le processus de conduite de passation de marchés internationaux. Prenant la parole à cette occasion, le représentant de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, partenaire financier du projet, a relevé leurs attentes. Elle nous rassure également parce que persuadée que les conclusions des travaux des experts permettront une exécution efficiente et efficace du projet et in fine l'atteinte des performances attendues de cet important projet. Pour ma part, je voudrais d'ores et déjà inviter les experts à se pencher sur les meilleurs agencements possibles des activités du projet, notamment pour les travaux de construction de la centrale, afin de résorber le retard déjà observé dans la phase de passation des marchés, comme l'a rappelé le directeur général de la Nigélec. L'installation de cette centrale thermique diesel de 100 MW est une initiative du président de la République du Niger de remédier au déficit de l'offre observé depuis quelque temps dans la distribution d'électricité par la société nigérienne d'électricité Nigélec. Le projet d'installation d'une capacité de production de 100 MW sur le site de Gorubanda est une initiative du chef de l'État, son Excellence Issoufou Mamadou, qui vise à pallier à l'insuffisance de l'offre en énergie électrique à laquelle fait face la ville de Niamey et ses alentours depuis quelques années. Il faut rappeler que le déficit de l'offre dû aussi bien à l'insuffisance qu'à la vétusté des moyens de production est à la base des délestages observés durant ces dernières années dans la distribution d'électricité par la Nigélec. Notant que la centrale thermique diesel de 100 MW de Gorubanda est placée sous la tutelle technique du ministère de l'Énergie et du Pétrole et son exécution est assurée par la société nigérienne d'électricité Nigélec. Célébration aujourd'hui de la Journée internationale des personnes handicapées. Célébrée cette année sous le thème « Briser les barrières pour créer une société inclusive et accessible pour tous ». Cette journée vise à dégager les problématiques des personnes en situation de handicap. Compte rendu Murtala Zouberou et Issa Hassan. Cette rencontre de réflexion organisée par la Fédération nigérienne des personnes handicapées entre dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des personnes handicapées célébrée le 3 décembre de chaque année. Le thème de cette édition est « Briser les barrières pour créer une société inclusive et accessible pour tous ». Une journée qui sera mise à profit pour dégager les problématiques de cette couche vulnérable de la société. La Journée internationale des personnes handicapées a pour but de mieux faire connaître les questions de handicap, les droits des personnes handicapées
et les avantages qu'il y a de les associer à tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle. Il s'agit de veiller à ce que les personnes handicapées puissent exercer leurs droits et participer à la vie de la société sans réserve et dans des conditions d'égalité. Le thème de cette année est « Briser les barrières, ouvrir les portes pour une société inclusive pour tous ». Témoigne de la volonté soutenue des Nations Unies de faire évoluer les sociétés aux besoins de tous ses membres. Le président de la Fédération nigérienne des personnes handicapées est revenu sur la situation des personnes en situation de handicap qui méritent encore plus d'attention. Il n'a pas manqué de remercier les autorités de la 7e République pour leurs multiples efforts à l'endroit des personnes handicapées ainsi que les différents partenaires pour leurs gestes combien louables à l'égard des personnes en situation de handicap. Si malgré les efforts fournis, la situation des personnes handicapées n'a connu qu'une légère amélioration, il y a lieu de se poser les questions suivantes. Nos efforts sont-ils à la hauteur des engagements pris par nos pays de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque, objet de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par notre pays en juin 2008. Sommes-nous assurés que nos actions prennent en compte toutes les catégories de personnes handicapées, y compris les personnes vivant avec des handicaps lourds, des handicaps multiples et à grande dépendance? Sommes-nous suffisamment informés du potentiel et des talents des personnes handicapées, ainsi que l'apport considérable qu'elles peuvent apporter dans l'édification de notre pays si les barrières sont levées? La directrice de la protection des personnes âgées et de la promotion des personnes handicapées, prenant la parole, a souhaité une bonne fête aux personnes handicapées du monde entier, en particulier celles du Niger, et les encourager à plus de persévérance. Notons enfin que plusieurs activités sont prévues pour la commémoration de cette journée des personnes handicapées. La Fédération nigérienne des personnes handicapées section de Maradi a également célébré ce jour 3 décembre 2013 la journée internationale des personnes handicapées, une journée en faveur des personnes handicapées commémorée à la place du sultanat de Maradi. Compte rendu Alzouma Seyni Soumeila, Abdelkader Iliassou. Certains n'y voyaient pas, d'autres n'entendaient rien, certains ne pouvant pas marcher. Leur état physique et leur situation sociale difficile ne les ont pas empêchés de se mobiliser à la place du sultanat de la ville de Maradi pour célébrer la journée internationale des personnes handicapées. Malgré le regard gênant de la société, ils sont sortis en masse et avec fierté pour exprimer leur présence et lancer un message fort à la population de Maradi. Un événement à l'honneur des personnes handicapées coordonné par la Fédération nigérienne des personnes handicapées section de Maradi est placé sous le thème « Ensemble, réduisons les obstacles et ouvrons les portes à une société inclusive ». Ce n'est pas aux personnes en situation de handicap à trouver leur place dans la société, mais c'est bien à la société de s'adapter et de faire une place pour chacun. Nous pouvons d'ailleurs tous être à un moment en situation de handicap. C'est pourquoi la société doit offrir les conditions à chacun, non seulement de s'épanouir personnellement, mais aussi d'obtenir une reconnaissance sociale. C'est pourquoi la société doit permettre à chacun d'être citoyen à part entière, citoyen de plein droit. Il est de même dans nos écoles. C'est à l'école de créer les conditions d'inclusion des élèves en situation de handicap et non l'inverse. Et c'est bel et bien cette démarche inclusive que nous avons impulsée depuis 2007 avec l'arrivée au Niger de l'ONG Handicap International. Une célébration qui a reçu la bénédiction de la chefferie traditionnelle et le soutien des autorités régionales de la capitale économique du Niger. Cette journée est par ailleurs l'occasion idéale de réaffirmer certains principes de base trop souvent oubliés.
à savoir tous les êtres naissent libres et égaux en dignité et en droit. La commémoration de cette journée mondiale est également un moment de plaidoirie en faveur des personnes handicapées. Nous plaidons à l'endroit des autorités et de tous les partenaires, sans aucune différence, technique et financière, à la mise en œuvre des programmes, à la promotion et d'accompagnement des personnes handicapées qui sont et restent les seuls à vivre véritablement les calvaires de la stigmatisation et du délaissement de tout genre. Hommes et femmes, jeunes et vieux, tous unis par le destin, les personnes handicapées de Maradi étaient tous ensemble ce 3 décembre 2013 pour le combat noble, celui d'une justice sociale au Niger et dans le monde entier. Autre aspect de cette édition, lancement de la campagne de dépistage dans les établissements scolaires de Niamey ce matin au collège Mariama par l'association nigérienne de marketing social Animas Sutura. C'était sous le haut parrainage de Hajja Aïssata Issoufou, première dame du Niger, et sous l'égide du ministre des enseignements secondaires, Madame Betty Aïchatou Habibou Oumani. Objectif, parler de la campagne Aventure de foulard, milieu scolaire et l'objectif zéro. Compte rendu, Aïssa Ibrahim et Boubacar Imran Maïga. Le sida est une maladie mortelle causée par le virus de l'immunodéficience humaine VIH. Cette maladie est répandue partout dans le monde. L'association nigérienne de marketing social Anima Sutura veut contribuer non seulement à la prise de conscience des interrelations entre population et développement, mais aussi au changement de comportement des jeunes en milieu scolaire afin de stopper cette pandémie. C'est dans ce cadre que cette campagne de dépistage a été lancée au collège Mariama par la marraine de lutte contre le VIH-Sida, Hajja Aïssata Issoufou, première dame du Niger. J'ai pris le ferme engagement de m'investir pleinement dans la lutte contre toutes les maladies et les souffrances qui menacent notre développement, en particulier le VIH, à travers la fondation Gouri Vie Meilleure. Je suis venue renouveler cet engagement devant vous, les représentants des jeunes de notre pays, pour que vous soyez à l'avant-garde du combat contre le sida, car l'avenir de notre cher pays repose sur vos épaules. Mes chers enfants, je tiens à rappeler qu'en tant qu'adultes de demain, vous devez dès à présent adopter des comportements responsables pour préserver votre santé et pour vous garantir un avenir radieux. Le sida existe bel et bien. Boubacar Oumarou, séropositif depuis 7 ans maintenant, témoigne. Cela fait 7 ans aujourd'hui. Et je me suis marié avec une femme séropositive comme moi. On a eu une fille de 2 ans maintenant qui n'est pas infectée. Grâce à la PTME, toute femme qui est enceinte a reçu les ARV à l'accouchement et au allaitement, elle aura un bébé sain. Je pense qu'on ne s'attarde pas de la manière dont on a attrapé la maladie. On passe à les autres, comment on s'attrape la maladie pour protéger les personnes que nous aimons et tout le monde. Je vous encourage à faire le test. Cette campagne de dépistage dans les écoles est soutenue par la ministre des Enseignements secondaires, Mme Betty Aïchatou Habibou Oumani. Le ministère des Enseignements secondaires prend toute la mesure des risques auxquels font face les élèves. Aussi, notre département ministériel ne managera aucun effort pour continuer à mobiliser les énergies et les ressources en vue de protéger l'avenir de notre pays. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui a un double sens. D'une part, elle vise à offrir à tous ceux qui le veulent l'occasion de faire leur dépistage et plus spécifiquement de connaître de manière précoce leur statut sérologique afin d'avoir accès à une prise en charge s'ils sont séropositifs ou, pour ceux qui ne sont pas infectés,
de prendre conscience de la nécessité de se protéger. La présente manifestation coïncide d'autre part avec le démarrage désormais de la célèbre campagne Aventure de Foula qui vise à donner aux jeunes et à leurs parents les moyens de restaurer un dialogue qui a tant fait défaut. Zéro nouvelle infection au VIH, zéro discrimination et zéro décès lié au sida, c'est l'objectif fixé par l'Organisation mondiale de la santé OMS d'ici 2015 et Anima Sutura, deux institutions qui se sont engagées à sauver des vies humaines et préparer l'avenir. Faites donc le test de dépistage pour connaître votre statut et préparer votre avenir. L'Institut national de recherche et d'animation pédagogique a servi de cadre ce matin à la réunion du cadre de concertation nationale du secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Objectif, redynamiser le secteur pour la promotion et le développement de l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Issa Mustafa et Sambo Zamou. Dans le cadre du développement de la promotion du sous-secteur de l'alphabétisation de l'éducation non formelle, se tient cette session du cadre national de concertation. Objectif premier est d'améliorer le fonctionnement des cadres de concertation, consolider les connaissances et leurs membres en matière de communication et créer une synergie d'action à travers l'harmonisation des interventions. À cet effet, le directeur général de l'alphabétisation, représentant la ministre de la promotion des langues nationales, de l'alphabétisation et de l'enseignement primaire, après chaleureuse bienvenue et remerciements, témoigne de l'engagement des autorités de la 7e République pour une redynamisation du secteur de l'éducation non formelle. Le cadre national de concertation en alphabétisation et éducation non formelle mobilise, regroupe plusieurs structures et spécialités qui travaillent en synergie et en complémentarité. Aussi, réunir tous ces acteurs autour d'une vision commune est le premier défi à relever. Le second défi étant celui de répondre aux impératifs d'efficacité et d'efficience de l'offre en alphabétisation et éducation non formelle. L'objectif recherché est de doter les niveaux national et régional de structures dynamiques, opérationnelles, à même de prendre en charge toutes les questions liées au développement du sous-secteur. Plusieurs exposés ont été présentés, suivis d'échanges autour des différentes thématiques. Les représentants de l'État et les opérateurs participant à cette rencontre se réjouissent. Les objectifs de la session du cadre national de concertation en alphabétisation et éducation non formelle, c'est de réunir tous les acteurs qui interviennent dans le domaine de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, pour non seulement discuter des préoccupations sur le terrain, mais aussi projeter des perspectives pour la gestion du sous-secteur. C'est que très souvent, justement, nous n'arrivons pas à nous concerter avec les cadres de l'État. Nous menons des activités et dans certains cas, les directions centrales pensent que nous menons des activités, en fait, qu'on a quelque chose à cacher. Or, très souvent, nous n'avons rien à cacher puisque nous menons des activités avec des populations bénéficiaires là où on peut savoir exactement ce que nous faisons, mais il y a un déficit de communication. Il faudra le retenir comme tel, ce qui fait que très souvent, même les opérateurs qui sont sur Niamey seulement n'arrivent pas suffisamment à communiquer avec les acteurs étatiques. Et là, le problème, c'est à leur niveau et à notre niveau, c'est tout simplement parce qu'il y a absence d'un cadre, des réunions périodiques qui nous permettent de dire ce que nous faisons, qui permet à l'État de nous dire ce qu'il faudra faire, où est-ce qu'il faudra arranger, où est-ce qu'il y a des problèmes pour qu'on puisse mieux faire ce travail. Donc, à noter la présence à cette importante réunion du secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, un représentant de la direction régionale de l'enseignement primaire, celui du gouvernorat, un représentant des partenaires techniques et financiers et enfin un opérateur actif de chaque région. Retour sur la visite du président mauritanien au Niger. Le deuxième jour de cette visite, donc aujourd'hui, a été sanctionné par la signature de plusieurs accords. En marge de la signature de ces accords, un communiqué final a été lu. Compte rendu Isidore Banaba. Ils l'ont fait, leur excellence. Après la pose de la première pierre pour la construction de l'école d'amitié Mauritanie-Niger,
La délégation conduite par Mohamed Ould Abdel Aziz et celle du président Issoufou ont procédé au palais présidentiel à la signature de plusieurs accords dans différents domaines. On note entre autres l'accord d'entente de coopération dans les domaines de l'énergie et des mines et l'accord dans le domaine judiciaire en matière pénale. Au terme de la signature de ces accords, les deux parties ont lu le communiqué final. Un communiqué à travers lequel les deux délégations ont fait le point sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la sous-région. Confrontés à la menace terroriste et au développement de la criminalité transnationale organisée dans la sous-région saharienne, les deux chefs d'État ont salué leur étroite coopération sécuritaire avec l'Algérie et le Mali au sein du comité d'état-major opérationnel conjoint CEMOC élargi au Nigeria, au Burkina Faso, à la Libye et au Tchad, dans le domaine du renseignement, à travers l'unité de fusion et de liaison UFL, en plus des consultations politiques régulières et des échanges d'informations. Dans le même cadre, les présidents Mahamadou et Mohamed Ould Abdelaziz ont réitéré leur adhésion aux priorités retenues par la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, ainsi que les autres initiatives régionales et internationales prises face aux problèmes du Sahel, notamment la proposition de l'ouverture par l'ONU d'un fonds d'action pour le Sahel. Évoquant la situation dans les pays voisins, les deux chefs d'État se sont réjouis de l'élection à la magistrature suprême, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, élection qui constitue un pas important dans le processus de normalisation de la situation politique au Mali. Ils ont également salué la tenue des récentes élections législatives qui contribueront à parachever ce processus. À cet égard, ils ont tenu à féliciter l'ensemble du peuple malien pour la grande maturité dont il a fait preuve à l'occasion de ces scrutins. Ils ont émis le souhait que les autorités maliennes œuvrent sans relâche à la reconstruction du Mali dans un esprit de réconciliation nationale et d'harmonie et ont appelé la communauté internationale à continuer de soutenir les efforts du Mali dans ce sens. S'agissant de la situation qui prévaut en Libye, les deux chefs d'État ont exprimé leurs vives préoccupations face à la détérioration du contexte sécuritaire dans ce pays. Au vu de l'escalade de la violence de ces derniers jours, les deux chefs d'État ont appelé à la fin de la violence, à la construction de la Libye libre et démocratique et ont apporté leur soutien aux autorités de ce pays frère et ami. La délégation mauritanienne a félicité le peuple nigérien pour les efforts consentis dans le domaine sécuritaire et pour la libération des 4 otages français. Les deux parties souhaitent par ailleurs renforcer la coopération sud-sud. S'agissant du développement économique et social de l'Afrique, les deux chefs d'État ont souligné la nécessité de renforcer davantage la coopération sud-sud et interafricaine afin de promouvoir le développement durable des pays de la région. Les deux chefs d'État se sont réjouis à cet égard des conclusions du 3e sommet arabo-africain tenu au Koweït les 19 et 20 novembre 2013. Évoquant le conflit au Moyen-Orient, les deux chefs d'État ont appelé à la poursuite des efforts en vue du règlement pacifique de cette question, notamment dans le cadre de l'Organisation de la coopération islamique et l'Organisation des Nations Unies pour une paix juste et durable, en application des résolutions pertinentes et relatives. À la lecture de ce communiqué final, on peut dire que la visite de travail et d'amitié du président Mohamed Ould Abdelaziz au Niger a permis aux deux nations de tracer les lignes directrices pouvant permettre la stabilisation et la sécurisation de la sous-région. La fin de cette visite de travail et d'amitié a été sanctionnée par une conférence de presse conjointement animée par les deux chefs d'État face aux hommes des médias. Les deux présidents ont apporté des réponses par rapport à des questions relatives à la sécurité. Retrouvons Isidore Banaba et Soumela Dandi. Conférence de presse conjointement animée par les deux chefs d'État marque la fin de la visite de travail effectuée par le président de la République islamique de Mauritanie au Niger. Au cœur de ces échanges, les relations bilatérales entre les deux États et la situation sécuritaire dans la sous-région.
En ce qui concerne la sécurité, vous savez que le Sahel fait face à un certain nombre de menaces qui sont bien connues. La menace terroriste, la menace des organisations criminelles. Je crois que nos deux pays sont, je dirais, à l'avant-garde du combat face à ces menaces. Et la Mauritanie joue un rôle central dans ce combat. J'ai eu hier dans mon discours à le rappeler, avec quelle détermination mon frère est engagé pour d'abord sécuriser bien sûr la Mauritanie, mais également pour, au-delà de la Mauritanie, apporter sa contribution à la sécurisation de l'ensemble du Sahel. En tout cas, nous, au Niger, on apprécie très positivement les actions menées dans ce domaine-là. En ce qui concerne le terrorisme, nous pensons que c'est un phénomène qui ne peut être ni traité ni réglé par un seul État. Ça, nous l'avons souvent dit, nous en sommes tous conscients, tous les États en sont conscients. Donc nous devons de continuer à travailler ensemble pour éradiquer ce phénomène. Répondant aux questions des journalistes, les deux présidents ont évoqué l'importance du prochain sommet qui s'éteindra à Paris. La tenue de ce sommet France-Afrique sur ces thèmes confirme un peu la prise de conscience, je crois, de la communauté internationale sur la liaison étroite qui existe entre sécurité et développement. Vous l'avez vu, nous avons reçu il y a quelques semaines une délégation dirigée par le secrétaire général des Nations Unies ici à Niamey. Et à l'occasion de cette visite, nous avons amplement discuté de cette liaison qui existe entre sécurité et développement. Le président l'a dit, il n'y a pas de sécurité sans développement, il n'y a pas de développement sans sécurité. Et ce n'était pas évident. Il fut un temps où, vous vous rappelez, on demandait à nos États de réduire leur budget de défense, de réduire leur budget en matière de sécurité. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en réalité, la sécurité et le développement vont ensemble. Nous pensons que c'est un sommet utile à Damasil. Ça va nous permettre de nous rencontrer, de discuter de ces problèmes qui concernent nos pays et qui concernent l'avenir de nos pays. Nous avons besoin de sécurité pour nous développer. Nous avons besoin de développement aussi pour asseoir une sécurité, parce que la sécurité coûte excessivement cher. Pour la délégation mauritanienne, cette visite de travail a atteint ses objectifs. Le chef d'État Issoufou Mahamadou est invité dans les prochains mois à Nouakchott par son homologue. La suite de cette édition, ouverture hier après-midi au Palais des Congrès d'une conférence régionale sur l'éducation nomade dans les États de la SENSAD. Objectif, mettre au point un modèle d'éducation de qualité au profit des enfants nomades. Compte rendu, Idi Maman Siraj. L'éducation est un droit pour tous les enfants et ce, quel que soit les milieux dans lesquels ils vivent. C'est pour faire de cet état de fait une évidence que la SDS Sahel, en collaboration avec la SENSAD, organise la présente conférence régionale sur la problématique de l'éducation en milieu nomade. Une conférence qui réunit tous les experts des États membres de la SENSAD pour réfléchir 4 jours durant sur un modèle de développement formel de l'éducation en milieu nomade. Nous sommes donc aujourd'hui réunis pour réfléchir, pour identifier les politiques et programmes idoines susceptibles de permettre à tous les États de faire des avancées significatives dans le sens des objectifs du millénaire pour le développement, dont l'objectif numéro 2, assurer l'éducation primaire pour tous, en particulier dans les zones nomades. Les difficultés de la scolarisation en milieu nomade s'expliquent plus par les facteurs conjoncturels
difficultés d'accessibilité, mobilité des populations, manque de ressources humaines que par les facteurs structurels. La volonté politique pour résoudre ce problème est présente dans tous les États de l'espace. Ce n'est pas un exercice facile, mais je suis très confiant, eu égard à la qualité et au niveau de compétences des experts d'horizons divers, dont je salue la présence et la mobilisation intellectuelle. Le chef de file des partenaires techniques et financiers du secteur éducatif, Philippe Renaud, présent à l'ouverture de cette conférence, a souligné toute l'importance et tous les soutiens qui nécessitent l'éducation dans les milieux nomades. Quant à la ministre de l'enseignement primaire qui représentait le Premier ministre à cette conférence régionale, elle a surtout évoqué la préoccupation qu'a toujours constitué l'accès à l'éducation pour les enfants nomades des pays membres de la CENSAD. Le choix du Niger et de sa capitale Niamey pour abriter cette conférence de portée internationale n'est pas un hasard. Quand on sait l'engagement du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, et celui du Premier ministre, chef de gouvernement, son Excellence M. Brigitte Rafini, à développer les questions d'éducation et de formation professionnelle dans notre pays. L'éducation de base en milieu nomade, objet de cette conférence internationale, a été déjà pour beaucoup de pays de l'Afrique sahélo-saharienne un sujet de préoccupation. Ceci afin d'élargir l'accès à l'éducation de base formelle et non formelle à toutes les composantes de leurs nations respectives. Selon cette vision de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, les populations nomades doivent aussi bénéficier de l'éducation scolaire. Pour la petite histoire, retenons que la première école nomade pour les États de la CENSAD fut créée en 1944. Beaucoup de ces écoles ont donné des cadres qui ont été au devant du développement de nos pays respectifs. C'est pourquoi, au sortir de ces 4 jours de réflexion, un modèle d'enseignement de qualité pour les enfants nomades est vivement attendu. Le comité d'organisation du Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFAM, a initié depuis ce matin une formation technique en technique de teinture des bassins aux femmes teinturières. Objectif: améliorer les capacités de ces femmes en technique de teinture basin et tissu haut de gamme. Compte rendu Maria Massoumana et Jamilou Oumarou. Destinée à plus de 30 femmes teinturières venues des 8 régions du pays, cette formation s'inscrit dans le cadre des activités du Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFEM. Ce renforcement des capacités des femmes teinturières est assuré par une experte en technique de teinture, basin et tissu haut de gamme venue du Mali. Son matériel est composé de la gomme, du colorant, de l'acide, de la soude caustique. Un matériel complet pour teinter des bassins selon le goût des teinturières. Vous savez, quand on dit teinture, on dit Mali. Donc, même si nos femmes font la teinture, mais à travers leur teinture, on peut toujours dire que ça vient du Mali. Donc, on a fait appel à une Malienne qui est venue pour les renforcer dans leur façon de faire la teinture, pour qu'elles puissent bien faire améliorer leur travail, pour que ça soit au même niveau que les Maliennes. Ces femmes-là, on peut leur apprendre ce travail-là. S'ils n'ont pas un fonds pour démarrer, ça sera difficile qu'elles puissent maîtriser le travail. Mais si elles ont un fonds, elles vont commencer à faire, donc elles vont maîtriser ce qu'on leur a appris. Mais d'ici un an, si elles n'ont rien, donc on revient à la case de départ. Très satisfaite de cette formation, ces femmes entendent mettre en pratique ces acquis pour leur autonomisation et leur indépendance économique. On a appris beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. On fait la teinture, mais pas comme ce qu'on a vu aujourd'hui. Parce qu'on a eu beaucoup de choses qu'on ne savait pas faire. Oui. C'est quelque chose qui m'intéresse, ça fait longtemps. Et je remercie nos dirigeants qui nous ont accepté cette opportunité. Et ce que j'ai retiré dedans, c'est une leçon que je vais travailler avec ça, ça va me servir dans ma vie, Inch'Allah. Je ferai tout de ce que je veux là pour arranger ça moi-même, pour faire de moi une personne. La formatrice de son côté s'est dit fière de ses apprenantes pour qui elle sollicite un appui des gouvernants pour une mise en application de cette formation. C'est facile à leur apprendre à faire la teinture. Ce sont les femmes intelligentes. Depuis qu'on a commencé, c'est eux-mêmes qui sont en train de mélanger. Dès qu'on leur montre, ils font. Pour que ces femmes-là puissent mieux travailler, il faut que vos gourmands leur aident.
Même s'ils ont appris, s'ils n'ont pas d'argent pour acheter des bâtons et des couleurs, ils ne peuvent pas travailler. Au Mali, on aide beaucoup les femmes. Avec ces différentes formations, c'est une certitude. L'artisanat féminin sera haut de gamme et compétitif et surtout profitable à l'économie africaine. L'objectif visé par le salon serait atteint, à voir même les différents produits exposés sur le site. Un site qui de jour en jour reçoit plus de visiteurs. Le président du conseil de ville de Tawa a effectué une visite sur le site de construction du marché moderne de Tawa, un projet financé sur fonds propres de la ville de Tawa. À la fin de la visite, le président du conseil de ville s'est dit satisfait de l'avancement des travaux. Compte rendu Asman Amadou. C'est une forte délégation composée des autorités administratives et coutumières de la ville de Tawa. À la tête de cette délégation, le président du conseil de ville, Abdou Ouh Dodo, objectif visiter l'avancement des travaux du marché moderne en chantier. Les travaux avancent normalement sur fonds propres de la mairie. Le président du conseil de ville a félicité et encouragé les entrepreneurs. Notre présence aujourd'hui s'explique par la raison importante de féliciter et de réitérer nos encouragements à nos jeunes et opérateurs économiques qui ont solennellement pris l'engagement, après avoir fait la situation de l'évolution de ce dossier, comme vous le savez tantôt, et on les a demandé d'arrêter les travaux après un décompte qu'on a eu à leur réaliser. Mais je les félicite à plus d'un titre, puisqu'après avoir fait ce décompte, les uns et les autres nous ont demandé qu'ils ne peuvent plus arrêter ce travail et ils vont le terminer et ils vont l'amener à bon port. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui, moi-même après un séjour de 2 semaines absent de la commune, vraiment je me félicite et je suis fier vraiment de nos opérateurs économiques et de toute la population de la ville de Tawa, puisqu'ayant confiance à leur ville, ils se sont dit que ils vont essayer de trouver les moyens là où ils se trouvent pour continuer l'exécution vraiment de ce marché que vous venez de visiter avec nous. Et vous avez bien vu vraiment la réalisation. La réalisation de ces équipements, ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. N'en déplaise aux détracteurs, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas comprendre qu'aujourd'hui, il faut faire avec les collectivités. Les collectivités sont un maillon incontournable et il faut faire avec. Dans le concert mondial, vous partez dans les organisations mondiales, telles que notre organisation mondiale qu'on appelle le CGLI, c'est-à-dire le Congrès mondial des maires et le Congrès africain des maires. Aujourd'hui, les banques, la BOAD, la Banque mondiale, l'AFD, toutes ces institutions ont confiance aux collectivités pour leur accorder des subventions, des prêts pour réaliser des investissements dans les communes. Donc c'est pour cette raison, moi je profite de cette occasion pour lancer un appel à l'État, puisque c'est l'État qui a donné naissance aux collectivités. Ça, on ne peut pas le dénier. On ne peut pas couper ce cordon ombilical. Il faut que l'État continue à soutenir les communes et leur faire des ouvertures pour leur permettre de chercher vraiment les partenaires techniques et financiers qui vont les aider à réaliser des investissements comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui à Tawa. Après l'intervention du maire de l'arrondissement communal 1 de Tawa, Abdoulaye Ali, qui a fait la genèse de l'exécution des travaux des différents blocs, c'est au tour de l'entrepreneur Mohamedine qui a pris l'engagement avec ses collaborateurs de suivre les travaux, quelles qu'en soient les conditions. Enfin, le président du conseil de ville demande aux entrepreneurs de faire preuve d'une bonne collaboration pour finaliser ce joyau dans le délai. Le syndicat régional des transporteurs des marchandises de Tintabaraden a tenu son assemblée générale. 15 membres ont été installés pour un mandat de 5 ans. Asman Amadou et Mohamed Rabiou Seydou. Cette assemblée générale organisée par le syndicat des transporteurs marchandises de la région de Tawa a pour objectif le renouvellement du bureau départemental de Tintabaraden. En ouvrant les travaux de cette assemblée générale, le maire de Tintabaraden,
le président du comité d'organisation, ont tour à tour pris la parole pour souhaiter la chaleureuse bienvenue à la délégation venue pour la circonstance. À la fin des travaux, un bureau de 15 membres a été installé pour un mandat de 5 ans. La composition de ce nouveau bureau avec le rapporteur Adamou Ibrahim. Président Alhaji Illo Mamidou. Premier vice-président Alhaji Abdouraouf Mahamadou. Deuxième vice-président Ali Boubakar. Secrétaire général Abdoulaye Suleiman. Secrétaire général adjoint Mahamadou Warto. Trésorier général Malam Bassirou Abdoulaye. Trésorier général adjoint Malam Hassan Abdoulaye. Secrétaire à l'organisation Abdoulaye Idrissa. Secrétaire général à l'organisation adjoint Laminou Haladou. Secrétaire à l'information Moussa Elitinin. Secrétaire à l'information adjoint Alégid Kilikili. Secrétaire aux revendications Abdoulaye Mayou. Secrétaire aux revendications adjoint Abdoussalam Habou. Secrétaire aux relations extérieures Ibrahim Cheibou. Secrétaire aux relations extérieures adjoint Idrissa Illo. Commissaire aux comptes Alhaji Abdoulaye Mahamadou. Deuxième commissaire aux comptes Moussa Omar. En prenant la parole après la présentation du bureau départemental de Tintabraden, du syndicat des transporteurs marchandises, le président de ce nouveau bureau demande aux membres et les municipalités, les propriétaires des véhicules, de faire preuve d'une bonne collaboration au profit de la réussite de ce bureau. Le centre de formation de l'ONG Head Tamat a abrité la cérémonie officielle de remise de matériel et produits vivriers destinés aux écoles nomades de la zone d'Ader-Bisnat. Une cérémonie qui entre dans le cadre de la deuxième phase du projet de promotion du droit à l'éducation en zone nomade. Ramédé Alassane. La deuxième phase du projet de promotion du droit à l'éducation en zone nomade va concerner 8 écoles du département d'Ader-Bisnat qui comptent un effectif total d'environ 500 élèves. Il est exécuté par l'ONG HD Tamat avec l'appui d'Oxfam. La cérémonie officielle de remise des dons s'est déroulée en présence du secrétaire général du gouvernorat d'Agadez et ses plus proches collaborateurs, du maire de la commune rurale d'Ader-Bisnat, du staff complet de l'ONG HD Tamat et de plusieurs invités. Voyons d'autres aspects de cette activité avec le coordinateur du projet. Un appui qui concerne 8 écoles de la commune rurale d'Ader-Bisnat qui ont déjà été appuyées l'année dernière dans le cadre du même partenariat entre Oxfam et l'ONG Tamat. C'est un premier appui pour cette année académique qui se chiffre environ autour de 10 millions de francs CFA entre les vivres et les fournitures scolaires. La finalité de cet appui, c'est vraiment d'améliorer la scolarisation en milieu nomade. Comme vous le savez, la plupart des écoles nomades sont confrontées à de sérieux problèmes, surtout à cause des cantines scolaires. Donc nous espérons qu'à travers cet appui, la question des cantines scolaires sera réglée et les conditions pédagogiques seront aussi améliorées à travers la mise à disposition des élèves et des enseignants des kits pédagogiques nécessaires pour bien passer l'année. Le maire de la commune rurale d'Ader-Bisnat, dont l'entité est le principal bénéficiaire de cet appui, témoigne de la pertinence de cette aide. Puisque l'année dernière, ils ont fait la même opération dans les mêmes écoles. Ils ont construit des classes, ils ont fait des formations des enseignants et des COGES. En tout cas, ils ont fait plusieurs appuis que ne pas énumérer vraiment dans la folie. Et nous les remercions beaucoup. Dans son intervention, le secrétaire général du gouvernorat d'Agadez a loué le rôle salvateur que jouent les ONG HD Tamat et Oxfam pour le développement de la région. Donc avec cet appui en vivre et en non-vivre, je pense que ces enfants seront fixés et que leur éducation va se dérouler dans de très bonnes conditions. En tout cas, Tamat et Oxfam
Vous êtes aujourd'hui partenaire très précieux pour nous au niveau de la région d'Agadez, parce que vous êtes toujours à nos côtés, et c'est là dans presque tous les domaines. Il faut dire que les actions menées par l'ONG Hetamad dans la commune du rural d'Arabie-Sanat en faveur du secteur éducatif sont de plusieurs ordres. Car outre les cantines et les kits scolaires, nous retiendrons les formations des enseignants et des COGES et l'ouverture prochaine de 4 centres d'alphabétisation pour ne citer que cela. Voilà, ici se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la toute première H24 Dunia TV. Au revoir.